4 septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est élu à la tête de l'État après une période de transition suite au coup d'État de 2012. À ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour lui permettre de remettre le pays sur les rails et de combler les attentes des Maliens. Un large soutien des Maliens, avec 77,61% des voix au second tour de l'élection, la souveraineté est rétablie sur l'ensemble du territoire national. Les accords de Ouagadougou jettent les bases de futurs pourparlers en faveur de la paix, pourvu que ceci soit mené 60 jours après son élection. L'appui, notamment financier, presque unanime de la communauté internationale. Dès les premiers mois de sa gouvernance, IBK déçoit. Les scandales juridico-financiers deviennent tout de suite la marque de fabrique de son régime. Achat extravagant des seconds avions présidentiels dont le montant reste encore méconnu à ces jours, en tout cas pour le contribuable malien dont l'argent a servi à acheter cet avion. Surfacturation grossière et avérée des marchés de l'armement et des tracteurs. Népotisme avec la nomination des poches du président à des postes de responsabilité. Sanctions économiques infligées par les institutions financières. Scandale des engrais frelatés. Suspension du droit de vote du Mali à l'ONU. Processus de paix plus que jamais dans l'impasse. Instabilité gouvernementale avec d'incessants et nombreux remaniements. Enfin, une détérioration du climat social jusqu'ici jamais égalée. Après 4 ans au pouvoir, le constat est amer. La perspective de voir désormais IBK sortir le Mali de l'ornière est illusoire. Les promesses du candidat IBK se sont transformées en cauchemars. Depuis 4 ans, les mêmes interrogations nous reviennent sans cesse. Où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Et surtout, où va le Mali? Malheureusement aujourd'hui, les réponses à ces questions sont connues de tous. Le 11 décembre 2016, après une rencontre à Bamako entre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et son homologue des Pays-Bas, Bert Koenders, sur des questions migratoires, le ministère néerlandais des Affaires étrangères annonce la conclusion d'un accord dit de réadmission entre l'Union européenne et le Mali. Les autorités maliennes prendront des mesures pour lutter contre la migration et accepteront officiellement le refoulement des Maliens en situation irrégulière. En contrepartie, l'Union européenne s'engage à verser des fonds en faveur du Mali. Les autorités maliennes demandent la signature de tout accord, évoquant uniquement des discussions s'étant soldées par un communiqué conjoint. Plusieurs ministres de la République montent au créneau pour démentir. Je puis vous dire aujourd'hui qu'aucun accord de réadmission n'a été signé entre notre pays et M. Bert Koenders lors de sa visite dans notre pays le 11 décembre dernier. Donc ça, je tenais vraiment à clarifier ce point, qu'il s'agit bien d'un communiqué commun et non d'un accord. Elle n'a pas la valeur juridique, elle n'a pas de forme obligatoire. Aucun accord n'a jamais été signé, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, une mission du ministère des Maliens de l'extérieur a procédé à l'identification de citoyens présumés maliens en situation irrégulière en Allemagne. 2 Maliens sont rapatriés à Bamako par vol spécial grâce à un laissez-passer délivré par l'ambassade du Mali en Allemagne, et ce, dans des conditions ignobles. Ne ma foyi kɛ ma suɲali kɛ ma mɔgɔ faga an de b'an ka faami wele ne nana n bɛ mɔgɔ ta baara la yan n bɛ mobili bila ka na n bɛ mɔgɔ sara 15,000 mɔgɔ 3 n ye wari min don Mali ka gouvernement la a ka taa ni miliyɔn 20 n ka baarakɛlaw bɛ nana yan depuis don min na y'i minɛ a bɛɛ jigi tigɛna n ka somɔgɔw a bɛɛ jigi tigɛna. Quand il est Amadou Ba a dit que quoi a taara papier fɔlɔ min ɲina fila bolo o ye de ka taa ambassade fɛ Tumani Jimajalo n b'a fɛ k'a dɔn nga droit demander nga papier ou électricité à quoi aller se ka yɛrɛ ko ni kafo ni malien papier là aboka di ma ba le papier là allez ma sebe
ambassade clé minier ni papier sur le ministère de pour tesika jabu fulen tesika confirmer que tu es malien ou ya toi ou ambassade clé de benatouni le même l'état ou ambassade changera dia au début de se passer libéré. Le ministre des Maliens de l'extérieur a pris le même vol que des Maliens refoulés de France. Il est menacé. Voilà, il faut qu'on le dépêche au moins. Qu'on le dépêche, c'est pas un animal. Qu'on le dépêche. Dès qu'on a décollé, on décache. Non, mais qu'on le dépêche, c'est pas un animal qu'on attaque. C'est pas un animal. Le 16 décembre 2016, pour la deuxième fois, l'opposition parlementaire renforcée par le groupe ADP Malibar Sadi dépose une motion de censure contre le gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Cette motion de censure est motivée par 3 faits essentiels, à savoir le consentement du gouvernement à autoriser l'Union européenne à refouler des Maliens de l'Europe, l'incapacité du gouvernement malien à assurer la sécurité des personnes et des biens, et l'incapacité du gouvernement malien à organiser des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Sous-signé, venant par la présente, en application des articles 78 et 80 de la Constitution du Mali en vigueur, et conformément à l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, déposer une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta pour les motifs suivants. Consentement du gouvernement à autoriser l'Union européenne à refouler les Maliens de l'extérieur. Incapacité à assurer la sécurité dans le pays, notamment en accusant un retard injustifié pour la préparation et l'adoption d'une loi d'orientation sur la sécurité, et au demeurant, en ne dotant pas conséquemment les forces de sécurité pour leur permettre de faire face aux périls sécuritaires. Incapacité à organiser des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Au même moment, le climat social s'embrase. Du 9 janvier au 12 février 2017, une grève illimitée des syndicats de la magistrature paralyse la justice malienne avec pour conséquence l'impossibilité d'obtenir notamment un certificat de nationalité et casier judiciaire. Les gardes à vue sont prolongés, les jugements sont ajournés avec des centaines de prisonniers qui s'entassent dans les cellules. Nous avons demandé des réformes institutionnelles en profondeur. Des réformes institutionnelles en profondeur qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la dotation en matériel, la formation, le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, l'installation. Le gouvernement du président Ibeka, premier magistrat du pays, échoue à prévenir et à éteindre l'incendie. Cet échec traduit la perte de confiance entre les magistrats et les gouvernants. La justice populaire s'est substituée à la justice conventionnelle. Le 19 janvier 2017, l'URD dépêche auprès des syndicats des magistrats une délégation conduite par son président, l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, afin d'échanger sur les raisons de la grève et celles de l'échec des négociations avec le gouvernement. Après plus d'un mois de négociations au point mort, la grève illimitée prend fin. Après les magistrats, c'est au tour des médecins d'entamer une grève illimitée le 9 mars 2017 pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le secteur de la santé publique paralysé au Mali. Comme ici au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako, la majorité des centres de santé observent le mot d'ordre de grève illimitée lancé par les syndicats du secteur le 8 mars dernier. Des médecins aux infirmiers en passant par les sages-femmes, à peu près tous les métiers de l'hôpital sont concernés par le mouvement. Pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas de négociation. Il s'agit d'appliquer les accords, les engagements que le gouvernement a pris en novembre 2016. Il s'agit d'aller à ces engagements et non pas à négocier. Pour nous, il n'y a pas de négociation, il s'agit d'une mise en œuvre du protocole d'accord qu'on a signé.
Face à la sourde oreille du gouvernement, les agents de la santé et de l'action sociale sont déterminés à faire aboutir coûte que coûte leurs revendications. Et ce que nous demandons, ce n'est pas de la mer à boire. Nous demandons juste à un pays de s'occuper de ses enfants. Nous demandons à des dirigeants de fréquenter les hôpitaux au même titre que les vendeurs de café ou les jeunes journalistes que vous êtes qui n'avez pas assez de moyens. Nous leur demandons d'arrêter d'utiliser nos impôts pour aller se faire soigner au Maroc ou en Tunisie pour une petite toux ou pour une petite grippe. Nous leur demandons de venir jeter un coup d'œil sur nos lits d'hospitalisation. Nous leur demandons de venir voir les dessous des escaliers sous lesquels nos agents dorment. Et nous leur demandons de faire face à leurs responsabilités, d'assurer le bonheur du peuple malien. Et ce bonheur passe par des soins de qualité, par des soins dignes. Nous avons aujourd'hui des hôpitaux, il faut le dire, qui ne sont pas dignes de soigner des animaux. Et c'est ici que nos épouses viennent. Vous savez, nous sommes du personnel socio-sanitaire, mais nous sommes tous de potentiels malades. Chacun de nous ou de nos pères ou de nos mamans peuvent se retrouver à tout moment dans un hôpital. Et chacun de nous a intérêt à ce que ce pays se relève. Mais pour que cela soit, il faut d'abord qu'on commence à mettre l'homme au milieu des préoccupations. Il faut qu'on arrive à s'occuper sérieusement, je dis bien sérieusement, de la population. En cette période de canicule, les maladies les plus anodines se compliquent. Les patients ne pouvant pas s'offrir une prise en charge dans les structures privées s'en remettent alors à Dieu. Les centres de santé et les hôpitaux publics se transforment en mouroirs. Le mépris du gouvernement envers les agents de la santé aura des conséquences désastreuses. Le pays sombre dans un état de catastrophe sanitaire sans précédent. dɔw yɛrɛ anw bɛ Bamakɔ an yɛrɛ ka fisa dɔɔnin minnu bɔra burusiw kɔnɔ ka na i bɛna so ta location na banabaatɔ b'i bolo wa analyse a si ma nɔgɔ 30,000 20,000 kɔ a bɛɛ bɛ kɛ payika de la ponge yɛrɛ machine tɛ bi i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka i jigi da machine min kan. ne bɛ jalisi la a bɛ san 6 bɔ bon jalisi la an sɛgɛnnen don sa ɲinan yɛrɛ an sɛgɛnna an ma deli k'aw sɛgɛn ɲɔgɔn na mansininw bɛ tiɲɛnen don bon n'o dilanna a tɛ tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔnna kan a bɛɛ bɛ tiɲɛ tuguni bon n'a nana caman de bɛ bɔ ɲɔgɔn kan i yɛrɛ min kan ka don heure mun na i tɛ don heure la n'i bɛ don sɔgɔma i bɛ don fo sufɛ o bɛ waati dɔ la fo sini sɔrɔ. tiɲɛnen don an tɛ ka dialyse kɛ ka ɲɛ normalement an kan ka dialyse kɛ 3 fois par semaine sisan an b'a kɛ 2 fois o 2 fois yɛrɛ o dɔgɔyara sisan dɔw b'a kɛ 1 fois par semaine parce que machines tiɲɛnen don. Et depuis des années, tout ce qu'on pouvait même faire dans le temps, on ne peut plus le faire au Ponge. C'est déplorable. C'est déplorable. Il y a des gens qui viennent au Ponge qui regrettent d'être venus. Il y a des gens qui viennent, ils disent au moment où on est venu, on se sentait mieux. C'est ici que rien que par l'administration, le va-et-vient, on est épuisé. C'est là que ma maladie s'est aggravée. Il est admissible que dans un hôpital de 3e référence, un CHU, qu'on ne soit pas capable aujourd'hui de faire une créatinémie. Un groupage, goutte épaisse, c'est inadmissible. L'URD va à la rencontre des grévistes et constate l'urgence tragique de la situation. Vivement préoccupé par la dégradation généralisée du climat social, Soumaïla Cissé sollicite une audience auprès du président de la République le 3 avril 2017. Le chef de file de l'opposition demande alors au président de s'impliquer personnellement pour mettre fin à cette situation dramatique et invite le gouvernement à faire les concessions nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en vue de l'apaisement du front social. Vous savez, c'est ce que je souhaite. Notre démarche aussi est un signe d'apaisement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut que le travail puisse être pris rapidement, que les réformes qui sont certainement nécessaires puissent être faites et qu'on envisage de trouver des solutions pérennes. Parce qu'il ne s'agit pas juste de penser la plaie, il faut guérir la plaie, il faut aller plus loin. Je pense qu'une bonne intelligence entre ceux qui sont en grève, entre le gouvernement, entre toutes les bonnes volontés devrait nous permettre de sortir de cette situation qui est très très préoccupante et qui nous inquiète beaucoup. Nous avons eu la chance de visiter les hôpitaux, nous avons échangé avec les syndicats
Et je pense que tous ceux qui ont vu les malades dans les hôpitaux sont meurtris, sont extrêmement inquiets. Et il était notre devoir vraiment d'en parler chaque jour. Le 16 avril 2017, une issue est enfin trouvée entre le gouvernement et les grévistes. Le Mali vient de connaître ainsi la plus longue grève des agents de la santé de son histoire. Le bilan se chiffre à 300 morts, notamment dans les services pédiatriques. Manifestement, le dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux est rompu. Le syndicat national des chauffeurs et transporteurs routiers du Mali se met également en grève du 22 au 26 mai 2017. L'approvisionnement en carburant des stations-service est bloqué, avec pour conséquence une grave pénurie et une flambée spectaculaire des prix à la pompe. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali observe une grève illimitée depuis ce lundi 22 mai. 5 points de revendication qui sont les tracasseries policières, l'augmentation des salaires, la couverture sociale sont évoqués par les grévistes. Après 5 jours de grève, les commerces des stations-service, faute d'approvisionnement, ont accusé le coût, laissant planer le spectre des augmentations abusives des prix en ces mois bénis de Ramadan. Bamako et les autres grands centres urbains du pays sont paralysés. Les rares stations-service approvisionnées sont prises d'assaut. Les grandes artères de la circulation sont désertées. Le 26 janvier 2017, le gouverneur du district de Bamako démantèle les kiosques des jeunes vendeurs et réparateurs de téléphones portables à Malitelda devant la direction commerciale de Malitel sans préavis et tenez-vous bien à 4 heures du matin. C'est déplorable. Il y a plus de 700, 800 jeunes qui sont là, qui travaillent, qui nourrissent des familles, qui peuvent vivre des familles dans le village, dans leur village respectif. Et on vient d'un coup détruire ce qu'ils ont comme boulot. Et en échange, on ne leur donne rien. Alors, le pays n'a pas besoin de ça maintenant. Il y a eu l'attentat de Gao, nous sommes en deuil, tout le pays est concerné. Une destruction sans recasement synonyme de dizaines de millions de francs CFA perdus. Ce sont environ 160 kiosques et 500 emplois détruits à raison d'au moins 3 emplois par kiosque. C'est autant de familles qui sombrent dans la précarité. L'URD, dans un communiqué, constate avec désolation cette démolition et estime que le gouvernement de la République du Mali, avant d'autoriser de telles opérations, aurait dû exiger qu'un véritable dialogue avec les acteurs concernés soit engagé et s'assurer que des sites de recasement aient été préalablement aménagés pour les déguerpis. Ibeka, c'est lui qui a promis 200 000 emplois aux jeunes, vient d'en détruire 500 en quelques heures. Quel message lance-t-il alors à notre jeunesse désespérée? Ni les incantations, ni les manipulations des chiffres du chômage ne donnent l'espoir aux jeunes maliens. Ils sont des milliers, oui des milliers, préférant risquer leur vie au milieu de la Méditerranée plutôt que de se morfondre et mourir à petit feu dans notre pays. Le 17 juillet 2017, alors même que les diplômés arrivent de plus en plus nombreux sur le marché de l'emploi, le ministre de tutelle assure haut et fort que de septembre 2013 au 30 juin 2017, les structures spécialisées ont enregistré la création de 199 418 emplois, soit un taux d'exécution de 99,8% des 200 000 emplois promis par le chef de l'État. 428 emplois privés à travers les contrats visés par la Direction nationale du travail et ses services régionaux. 3692 emplois créés au titre de la composante 2. Création d'emplois par le secteur privé pour les jeunes dans le cadre du PROSEJ. 107 114 emplois publics de septembre 2013 à juin 2017. De façon générale, il a été constaté une augmentation régulière du nombre d'emplois créés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que les 200 000 emplois sont pratiquement atteints. Donc, à comment on a 96 000 emplois à peu près qu'on créera dans le secteur privé. Donc, à ma foi, il y a une créé, il y a une sababu qu'on créera, qu'on créera dans le secteur privé. Donc, il y a un baramonu to me créer, à molu jatale mogotola. Donc, à 96 000 emplois qu'on contrat signé le boulot. Bon, procédé min signé, min créé, min me coupa niveau là, au mancha 3600. Mais, kabako est mis, ministre ko 107 114 emplois.
107 114 emplois qu'on aurait créé la fonction publique là. Mais le ministre de la planète du maintenant. Mali fonctionnaire Bella Djale 56 675 personnes. Le recensement 31 décembre 2015 au trésor qu'a donné 56 000 personnes et Koko Ibeka et 107 000 emplois créés fonction publique là. Au fonctionnaire ou Bemi Mali fonctionnaire B mime émargé trésor là au 56 655 31 décembre 2015 là. Et ni Mali fonctionnaire B fragnon à tête de 110 000 personnes quand. Mali fonctionnaire B ministre de l'emploi ni ministre de la fonction publique on vous met en défi. Aïe bon chiffre oui. Now d'aller maouera Mali fonctionnaire bête te 110 000 cas. Now Koko Ibeka est 110 000 kilos. Yani Ibeka quand la fonction publique coûte mal là. Qui sont alors les bénéficiaires de ces emplois? La majeure partie de ces prétendues créations n'est qu'en fait des remplacements dans la fonction publique dus aux vacances de postes habituelles tels que les départs à la retraite, les décès, etc. Qu'en est-il de la sécurité? Le 18 janvier 2017, l'accord pour la paix et la réconciliation subit son plus gros coup de poignard dans le dos. C'est l'attaque kamikaze à la voiture piégée du camp du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination à Gao. Les corps des victimes sont évacués à bord de ces véhicules. Sur ces photos, des dizaines de corps jonchent encore le sol. Voici les premières images, tournées quelques minutes après l'attentat. On découvre le cratère provoqué par l'explosion. Sur ce cliché, on aperçoit un immense panache de fumée. On mesure la puissance du souffle. Il est 8h30 ce matin. L'assaillant pénètre dans un camp militaire situé à Gao, au nord du Mali. Il circule à bord d'un véhicule piégé. Le kamikaze se fait exploser au milieu des soldats. Puisque moi j'étais juste au fond, je voyais le véhicule qui a franchi, qui a forcé la porte. Bon, c'est comme s'il a monté sur des gens d'abord et puis paf. Les soldats tués appartenaient à ce bataillon, filmé il y a quelques jours. Des groupes Touaregs alliés à des militaires pro-gouvernementaux, leurs forces symbolisaient l'accord de paix au Mali. C'est l'attentat terroriste le plus meurtrier jamais commis au Mali, avec un bilan final de 61 morts et 103 blessés. Dans la foulée, l'URD et son président condamnent l'attentat. Soumaïla Cissé prend alors l'initiative d'un grand rassemblement national contre le terrorisme et pour la paix au Mali. Opposition, majorité, société civile, simples citoyens, tous se retrouvent au Monument de la Paix le 21 janvier 2017. Nous restons mobilisés auprès de toutes les forces patriotiques de notre pays pour combattre et condamner avec la dernière énergie les forces rétrogrades et d'un autre âge qui voudraient asservir notre peuple et bloquer son développement. Nous présentons nos condoléances aux forces armées maliennes, aux groupes armés signataires des accords d'Alger, aux familles endeuillées et à l'ensemble de la nation malienne. Nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Chers amis, nous sommes en deuil. Des filles et des fils de pays amis et de la communauté internationale sont morts aux côtés des nôtres pour défendre notre patrie. En leur mémoire, nous devons prêter des serments que leur sacrifice ne sera pas vain. En leur mémoire, nous devons faire aboutir la paix. En leur mémoire, nous devons lancer la renaissance de notre pays. Le 18 avril 2017, un détachement des forces armées maliennes basé à Gourmara-Rousse est attaqué par des terroristes. Bilan, 5 soldats maliens tués et plusieurs blessés. Une nouvelle attaque d'un camp militaire dans le nord du Mali ce dimanche. L'attaque s'est produite à Gourmars-Raous, dans la région de Tombouctou. Selon des sources locales et sécuritaires, les insurgés ont brûlé et emporté du matériel militaire aux grandes dames des forces présentes. Le calme serait revenu dans la région. Une source sécuritaire malienne a parlé d'un acte terroriste, mais l'attaque n'a toutefois pas été revendiquée. Le nord du Mali est en proie aux groupes armés depuis 3 ans. Des djihadistes lancent régulièrement des offensives contre les positions de l'armée malienne et celles de la MINUSMA. Le 24 mai 2017, des hommes armés mettent le feu à plusieurs salles de classe dans le cercle de Youarou et région de Mopti. Des situations similaires empêchent même la tenue des examens du DEF. 500 écoles sont fermées dans le centre et le nord du pays et le reste jusqu'à ces jours.
preuve que l'État est de moins en moins présent dans cette zone. Dans un rapport rendu public le 22 septembre 2017, Amnesty International indique que l'insécurité empêche plus de 150 000 enfants d'aller à l'école au moment où notre pays célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Face à cette situation déplorable, le président Ibeka et ses acolytes ne trouvent rien d'autre à faire que de distribuer des cahiers à leur effigie aux élèves du Mali. Du jamais vu. Tout simplement du jamais vu dans notre pays. 11h, 13h, le président Antara Kuluba, Kamata communiqué ni président, ne bolo problème n'umba en orlon kan, en un to origine fois mais un kumenu kumakamu ko question te posée à l'écoute. Et jamana nyamgo question te posée, ko na ma posé quoi, na posé donc. Ko question te posée à l'écoute. Question te posée à coup, il nana kita ke erega kalanga Sorbonne. Depuis ya yela namo, ala ka kalanga Sorbonne na me so antika kala. Okora ha po amena un fantandoni. Allez en femme maradom na mara bon nana ka dien allez à tafo ala de ma tafo atesi ka ketan ko à la grande surprise tellement où ya don ko no ko mo corrompu no katan karta mobile ni dojo undai no dojo dala ko jeune karo pour ko dama ko otma extra terre sur amina mobile ni minia anga sira de beka mobile la kam mobile ni minia amoko banga bigini feri la amoko be propre la wata kalanga mu donner man kulo la ko do kuno de antai e mobile tantai ne faso tadi wallahi billahi tallahi mali be bolo nganta mali te bolo nyana maka parce que ne sigi ka jetu la ka ko la no ko no nganta tiana mais ala de masai quoi. Les terroristes gagnent du terrain, s'installent et dictent leurs lois. Les groupes s'organisent et nouent des alliances. Ainsi, 2017 a débuté de la pire des manières dans la seule région de Mopti. Le 2 janvier 2017, attaque contre une unité méariste entre Boni et Ombori. Le 11 janvier 2017, une patrouille des forces armées maliennes chargée de sécuriser le tronçon Massina-Diafarabé saute sur une mine dans la matinée. Le 18 janvier 2017, assassinat de Amadoun Diko, maire de Boni. Le 29 janvier 2017, assassinat du chauffeur de minicar à Boré. Dans la nuit du 30 janvier 2017, attaque contre le poste de contrôle de la gendarmerie de Somadougou. Le 2 janvier 2017, assassinat d'un gendarme et d'un civil à Tenenkou. Dans la nuit du 4 au 5 février 2017, attaque du poste de sécurité de l'armée malienne à Medina-Croix, à quelques 5 km de Mopti. Le 25 mars 2017, un véhicule des FAMA saute sur une mine à 20 km du village de Kwakoulou. Le lendemain, assassinat à Yilma de Adri Ongoiba, chef coutumier du village. Le 25 avril 2017, attaque du poste de sécurité à Aka. Le 22 juin 2017, attaque contre un poste de gendarmerie à Boni. Le 4 août 2017, attaque d'un car de transport de la compagnie Nour à 13 km de Douanza. Le 8 août 2017, attaque d'un car de transport de la compagnie Nour entre Boni et Simbi. Le 14 août 2017, attaque contre le camp municipal de Douanza. Le 19 août 2017, attaque du poste de douane de Wankoro. Le 28 septembre et le 5 octobre 2017, attaque des bateaux de la Comanave près de Kwakoulou. Pendant ce temps, 132 localités du centre et du nord du Mali dans les cercles de Massina, Niono, Mopti, Djéné, Douanza, Tenenkou, Youarou, Tombouctou, Diré, Gundam, Nyatonke, Goulmararous, Ansongo, Bourem, Andiraboukan, Inekar, Tinderman, Abeibara, Aishibogo, Tin Esako, Fumelba, Ashurat Al-Arouche, Arawan, Bou Djebeha demeure sans sous-préfet, sans représentant de l'État et livrée à elle-même. Dès le début du mois de juillet 2017, des combats meurtriers entre la CMA et le Gatia, deux groupes armés signataires de l'accord, connaissent un regain d'intensité dans la région de Kidal. Nouveau coup dur pour le Mali. Après la caserne de Nampala ce mercredi, de violents combats de rue ont eu lieu jeudi 21 juillet à Kidal entre des partisans de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et ceux des membres du Gatia. Des armes lourdes étaient au rendez-vous.
L'élément déclencheur des hostilités semble être lié à la mort d'un homme du HQA, Assadek Ad Moussa, présenté comme un officier le 19 juillet à Kidal. Celui-ci aurait été assassiné par plusieurs éléments du Gatia.